Du coup, le sujet qui va nous intéresser cet après-midi, ça va être étudiant en école de jeux vidéo avant, pendant, après. Et je suis partie du postulat que, en fait, un jour, j'ai voulu rentrer dans une école de jeux vidéo. Et après, j'ai bossé dans une école de développement de jeux vidéo. Et j'ai essayé de tout matcher. Et je me suis dit, prendre tous les points de vue et poser plein de questions. Il y en a plein que j'ai oubliés, je suis sûre. Mais faites-vous plaisir, répondez. Déjà, je vais vous proposer de vous présenter. Peter, s'il te plaît, tu peux cliquer sur intro? Oui. Merci. C'était juste histoire de faire très structuré. Oh. Ouh. En gros, qui êtes-vous? Bon, après, vous pouvez parler d'autres choses. Pour votre prénom, vous pouvez donner un blaze ou un pseudo, bien sûr, si vous voulez rester anonyme. La formation que vous avez suivie, le métier que vous visez ou que vous exercez, où vous en êtes arrivé dans vos études, quelle école, et puis d'autres choses encore. Oui. Allez, vu que je suis une fille, je donne la parole d'abord aux filles. Bonjour. Alors, moi, c'est Noël Clémence. Qu'est-ce que j'ai fait? Ma formation, je viens de finir en juillet mon Master 2, spécialité jeux vidéo. Je viens de l'ECV Bordeaux. Ensuite, le métier que je souhaite faire, c'est level ou props artiste. Et après, je sais pas, qu'est-ce que... Est-ce que tu peux juste dire 2 mots, parce que ça parle peut-être pas à tout le monde, le métier que tu vises. Oui, alors le level artiste, c'est celui qui va agencer les niveaux d'un jeu vidéo. Et ensuite, le props artiste, c'est la personne qui va faire les objets en 3D pour habiller ce niveau. Voilà. D'accord, merci. Allez, vas-y, je t'en prie. Alors, moi, c'est Camille Sago. Je viens de finir mon master aussi jeux vidéo à Pôle 3D à Roubaix. J'ai fini fin juin et là, je travaille depuis 4 mois à Warcave, qui est une entreprise de jeux vidéo en Belgique. Et je suis artiste 2D. Donc, je travaille que sur des projets, du coup, en 2D, donc des platformers et autres. D'accord. Donc c'est assez spécialisé pour le moment. Oui. Ouais. Ensuite, un des garçons, allez-y. Alors bonjour, moi je m'appelle Thomas Lebrun, je sors de l'ITESIA, d'un master spécialité jeux vidéo. Je travaille en temps partiel, donc dans une société de serious game, où j'exerce le métier de développeur graphique et artiste effets spéciaux. Et à côté de ça, je développe des jeux indépendants avec quelques équipes d'amis sur mon temps libre et le temps partiel. On aura l'occasion d'en parler justement, les débouchés, ce que vous faites après vos études. Oui. Moi, je m'appelle Jean-Baptiste, je sors de l'école Émile Cole à Lyon, de la filière jeux vidéo. Donc c'est pareil, j'ai un master en dessinateur-concepteur dans le jeu vidéo. Et ça fait 1 an déjà que j'ai obtenu mon diplôme. Et là, ça va faire, du coup, après le stage de 6 mois, ça fait maintenant 1 an que je travaille chez Unexpected Studio à Montpellier en tant qu'artiste 3D. Donc Dans le jeu vidéo, ouais. Oui, dans le jeu vidéo. Je fais surtout des objets de décor et quelques créatures, quoi. D'accord, ok. Je crois qu'Alexandra a la prochaine question. On revient en arrière, c'est ça? Ouais, s'il te plaît. On va aborder, avec donc. la flèche des zooms en bas à gauche. Ouais, allez. Yes. Hop là. Avant. Avant d'en arriver là où vous êtes, on va se replonger. Je crois que vous êtes tous à bac+5 en termes de formation. On va replonger 5, 6 ans en arrière. Soit vous venez d'être juste fraîchement diplômé du bac, ou alors vous n'avez peut-être pas eu le bac, ou peut-être vous avez fait une année en tant que service civique pour essayer de trouver un peu où vous alliez. Déjà, avant que vous en arriviez ici, à la fin de vos études, est-ce que pour intégrer l'école que vous avez choisie, il vous fallait obligatoirement le bac? C'est une question que je me suis posée, est-ce que la condition sine qua non pour faire des études dans le domaine du jeu vidéo, il nous faut le bac? Alors à l'ECV, oui, il faut avoir le bac. Ouais. Après, vous pouvez venir de n'importe quel bac, de ce que je me souviens. Parce que moi, franchement, j'étais pas destinée à faire ça. J'ai fait un bac STMG, ressources humaines. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce type d'études? J'ai toujours eu une attirance pour tout ce qui était artistique. Et en fait, le jeu vidéo, c'est quelque chose que j'appréciais beaucoup pour le fait de raconter une histoire. On donne une histoire, mais la personne se l'approprie au final en jouant avec. Donc, c'était quelque chose par affection. D'accord.
Et les autres, dans vos écoles aussi, le bac était obligatoire, était un prérequis? Oui, le bac était obligatoire. Après, c'était n'importe quel bac. Moi, à côté, j'avais fait un bac art appliqué, donc j'étais déjà un peu impliquée dans le côté un peu artistique, tout ça. Mais après, même un bac pro peut s'inscrire à l'école. En fait, ce qui compte, c'est surtout le concours d'entrée chez nous. Donc, en fait, c'est pendant une journée, on a plusieurs épreuves de dessin, épreuves d'anglais, tout ça, pour juste voir nos capacités. Et à la fin, on a un entretien où il faut présenter son portfolio, donc des dessins, des projets qu'on fait déjà au lycée pour D'accord, avoir on une en place. reparlera après des conditions d'accès, mais rappelle-nous juste l'école dans laquelle tu étais. Ah, c'était Pôle 3D. Pôle 3D, ok. À Roubaix. Et sinon, moi, je voulais savoir, peut-être les garçons qui veut répondre, en termes de vocation, à quel moment on passe de la passion, parce que je pense que vous avez tous joué à un jeu vidéo dans vos vies, à quel moment on passe du côté je tiens une manette, j'adore jouer avec mes potes ou tout seul, à ce côté où, bah tiens, j'en ferai peut-être mon métier. C'est quoi le déclic? Concrètement, moi, ça s'est fait un petit peu au hasard, entre guillemets, où j'ai eu une opportunité de travailler en tant que stagiaire dans une boîte de jeux vidéo. Et c'était quelque chose que j'ai toujours voulu essayer par juste pure curiosité, en fait. Et c'est ce qui m'a lancé dans le jeu vidéo. Et depuis le moment où je suis entré dans cette boîte-là, j'ai pas arrêté d'en faire à côté du boulot, à côté de l'école, et sur mon temps personnel, parce que j'ai commencé avec une formation informatique générale. Et depuis, j'ai pas arrêté. D'accord, ok. Ça veut dire, si, juste pour être sûr que j'ai bien compris, c'est pendant que tu étais au lycée, tu as fait des stages C'était pendant mon DUT informatique. DUT, ok, d'accord. Ok, merci. Pour les autres, du coup, le passage entre la passion à la vocation? Moi, ça s'est fait à peu près pendant la deuxième année de mes études supérieures. Mhm. Au début, je me destinais pas du tout à faire du jeu vidéo, je voulais faire de la bande dessinée ou de l'illustration. Et en étudiant un peu toutes les possibilités de l'école, je me suis rendu compte qu'il y avait bien une filière jeux vidéo et qu'on apprenait à faire de la 3D, ce genre de choses. Du coup, j'ai fait le stage 3D que proposait l'école, je me suis un peu renseigné dessus, j'ai vraiment adoré ça et je me suis dit, j'ai envie de faire de la 3D, je joue aux jeux vidéo depuis que je suis tout petit, j'adore ça. Il y a des jeux vidéo qui m'ont fait rêver, alors moi aussi j'ai envie de faire rêver les gens, du coup je me suis orienté vers le jeu vidéo et maintenant j'ai la chance et je me suis donné les moyens d'arriver à la situation où je suis actuellement, quoi. Oui, peut-être tu veux rajouter quelque chose? Le moment où justement tu dis tiens, j'en ferai peut-être mon métier, ou est-ce que quand on choisit cette carrière, les parents ils peuvent être un peu effrayés et se dire ouais, le jeu vidéo c'est pas un vrai métier? Les amis peut-être? C'est vrai que les parents au début ils se disent le jeu c'est surtout une passion plus qu'un métier et que c'est compliqué aussi de trouver des débouchés là-dedans. Après mes parents à moi ils étaient plutôt compréhensifs. Surtout qu'ils savaient que la 3D maintenant aujourd'hui on pouvait faire tellement de choses, que ce soit de la pub, de la com, que du jeu. Et au début j'étais pas forcément partie dans le jeu. Au début j'étais plus intéressée par le film et au final à force de faire mes études c'est pareil, je me suis orientée vers le jeu et ça m'a plu et depuis c'est mon métier. D'accord, c'est beau. Alex, tu avais peut-être une question? Ouh, j'en ai plein. Ah bah vas-y. Du coup, là, en gros, on sort du bac, tout ça, vous avez fait votre stage, vous avez trouvé ce vers quoi vous vouliez aller et passer quelques années de votre vie à vous former à cela. Aujourd'hui, il y a énormément d'écoles de jeux vidéo. Comment est-ce que vous avez réussi à faire le choix parmi toutes les écoles qui existent? Sans j'ai vu de la lumière, je suis rentré. C'est peut-être ça se trouve. Sur un salon, sur un festival, un salon étudiant, ou sur Internet, comment vous avez trouvé votre école? Moi, c'était au salon de l'étudiant. D'accord. Au début, de toute façon, notre objectif, c'était de trouver une école qui était plutôt vers le nord de la France. Donc, de toute façon, il n'y en avait pas énormément. Et en fait, c'était soit Rubica, soit Pôle 3D, celle que je visais le plus. Et au final, je me suis tournée vers Pôle 3D. D'accord, ok. Et voilà. Pour les autres? Vas-y, enchaîne, t'as le micro. Moi, c'était pareil, c'était sur des salons. À force, on voit plein d'écoles différentes. Donc, c'est vrai que le choix est compliqué parce que tout le monde vous vend son école. C'est un peu compliqué de faire le choix. Après, c'est aussi, pour beaucoup, je pense, la géolocalisation qui joue. Et après, c'est aussi en allant aux portes ouvertes, c'est comment on se sent dans l'école qu'on fait le choix, en fait. Parce que je pense que toutes les écoles essayent de proposer un épanouissement pour chaque élève.
Et donc, vraiment, moi, ça s'est fait quand je suis allée faire les portes ouvertes de chacune. Et j'ai dit, moi, c'est le CV, je vais aller. Voilà. D'accord. Donc c'est par rapport à l'ambiance dans l'école. Tu te sentais mieux Oui, là-bas, plus que la c'est ça. réputation Bon, Ouais. la réputation, elle est surtout pour les parents. Hmm. Quand on vous dit que dans cette école-là, vous allez avoir un diplôme qui est reconnu par l'État, ça rassure les parents. Après, comme vous y passez quand même 5 ans et un bon temps de votre journée, c'est très important, ouais, le feeling avec les gens et aussi avec les profs. Si vos profs ils sont à l'écoute, c'est vraiment un bonheur, et même les élèves. Voilà. Moi, c'est pareil, salon de l'étudiant dans les métiers d'art il y a quelques années à Paris. Et j'ai fait plein de stands d'école et j'ai vu que Émile Cole proposait un stage pour découvrir la bande dessinée, à comment la faire, tout l'envers du décor pendant une semaine en mars. Et du coup, j'y suis allé. Mhm. Je me suis rapproché de gens qui venaient d'environnements très différents et des gens qui n'avaient jamais fait ça, des gens qui travaillaient déjà et qui voulaient refaire une mise au point sur ce qu'ils étaient. Et en plus, les intervenants et les profs qui étaient là, et l'ambiance m'a vraiment plu, les locaux étaient cool, les gens étaient vraiment très chaleureux. Du coup, Mhm. ça m'a donné envie de voir ce que proposait l'école en plus, et j'y suis rentré, et voilà. Très bien. Thomas, tu veux rajouter un truc? Oui. Oui. Pourquoi pas. Moi, j'étais dans un stage du coup, et comment j'ai découvert l'école, c'est par les collègues. Ils m'ont fourni toute une liste d'écoles desquelles ils sortaient justement, et comment ça s'était passé, leur Trop retour bien. d'expérience. Et du coup, il en restait 2 qui me correspondaient le plus, donc entre l'ISART et l'ITESIA. J'ai postulé aux 2, et ça s'est décidé sur le fait que l'ISART me demandait de recommencer en année 1, alors que j'avais déjà un bac plus 3, et que l'ITESIA m'a accepté de me prendre en bac plus 4. D'accord. Ouais, ça change Donc le tout, choix hein. était vite fait. Ouais. Tu as fait quoi justement entre le bac et ITESIA? Parce que tu parles de bac J'ai plus fait un 3. DUT informatique Ah et oui, une c'est licence vrai. informatique Autant pour générale. moi. Ok. Voilà. Et du coup, là on avance un peu dans la petite histoire, et vous aviez choisi votre école, et du coup là vous vous retrouvez à y rentrer, on y va, on donne sa carte d'identité, sa copie du diplôme du bac, et ça y est, on rentre, ou c'est un petit peu plus compliqué que ça, faut montrer patte blanche et montrer ses compétences pour pouvoir rentrer en fait? Par exemple, moi, Émile Cole, il n'y avait pas de concours à proprement parler, genre dans une salle avec plein d'élèves. C'était plus, on nous demandait de constituer un dossier artistique. Donc on avait une liste de choses à dessiner et de les présenter lors d'un entretien avec quelqu'un de la direction qui était habilité à juger nos dessins. Et à la suite de ça, il nous proposait soit de rentrer en prépa, soit de rentrer directement en première année pour commencer le cursus. Et le sujet était commun, vous pouviez dessiner ce que vous vouliez, toute pratique? Le sujet était commun pour tous les nouveaux arrivants. D'accord. Et du coup, vous l'aviez 3 mois avant, et vous aviez 3 mois pour le restituer? C'est ça, on a commencé, on a eu la liste par exemple en mars, il me semble, Ouais. février-mars, et on devait se présenter entre avril et mai, voire juin, je crois, pour l'entretien, et on avait le résultat pendant les vacances après. D'accord. Thomas? Moi personnellement, il n'y avait pas de concours d'entrée. Donc Ouais. c'était sur portfolio et entretien. Donc il y avait plusieurs entretiens avec la direction et d'autres personnes de l'école. Et tout se passait sur la motivation et sur l'envie de l'élève d'apprendre. Et personnellement, c'était assez dur au début parce que je me sentais pas du tout légitime. Sortant d'un diplôme informatique avec tout le monde qui venait d'une école de jeux vidéo à côté, c'était complexe parce que mon portfolio était, pour ainsi dire, vide quasiment. Et c'est vraiment l'ouverture de l'école qui m'a plu. Le fait d'accepter que je n'avais pas les compétences requises au début et de pouvoir me former et d'apprendre. Et ouais, sur le coup, c'était cool. Tu m'étonnes. Et du coup, donc pour poursuivre un peu, oui, Noël, tu veux peut-être rajouter quelque chose? Clémence, j'avais entendu Noël. Et du coup, oui, nous, à l'ECV, c'était un entretien. Pendant l'entretien, on essaye de voir si l'élève est motivé, s'il va tenir toute l'année avec les contraintes qu'il va y avoir pour la dose de travail et les emplois du temps. Et aussi, on a une inspection du portfolio. Même si vous n'avez pas s'il n'y avait pas un niveau qui était très bon, si l'élève avait une affinité avec tout ce qui était artistique et qu'il voulait vraiment intégrer l'école, il allait en école de prépa justement pour refaire un niveau par rapport aux autres. Une fois dans l'école, du coup, en termes de planning, en termes de programme, ça s'organise comment? Est-ce qu'il y a, en fonction de la première année, on va parler de la première année principalement,
En termes de temps de stage, temps de cours, une semaine un peu standard, ça consiste en quoi? En gros, équilibre pratique et théorique. Moi, j'étais en alternance. Du coup, j'ai commencé par une période d'un mois d'entreprise, à peu près. Et ensuite, l'école a commencé avec... C'était vraiment temps plein dans l'école pendant un mois. En fait, le format était un mois. Mhm. Et pendant ces premiers mois d'école, c'était surtout de l'introduction aux différents cours qu'elle a vus au cours de l'année. Donc, que ça soit modélisation 3D, programmation gameplay, programmation moteur et ainsi de suite. Oui. Et du coup, cet équilibre pratique et théorie se faisait via l'alternance. Et nous, donc, à l'année préparatoire, c'était vraiment que des cours pratiques. On avait du modèle vivant, de la perspective, de la couleur. Les seuls cours qu'on avait un peu plus théoriques, c'était tout ce qui était histoire de l'art. Mhm. Et en fait, cette année préparatoire permettait à tout le monde de repartir sur les mêmes bases. Comme ça, tout le monde pouvait se comprendre et tout le monde avait appris les mêmes choses. Mhm. Voilà. D'accord. Nous, c'était vraiment un planning assez classique comme au lycée. Donc, c'était vraiment des cours répartis sur la journée, sur toute la semaine. Donc, par exemple, le lundi, 2 heures de dessin, mardi, 3 heures sur tel logiciel, etc. Donc, c'était vraiment la première année, on va dire, assez classique finalement. Ça ressemblait un peu au lycée. Bah, Emilco, c'est un peu plus comme l'a dit Clémence, c'est... On a quasiment que de la pratique, on a un peu d'histoire de l'art en ce qui concerne la théorie. Et après, c'est une matière, une journée en fait. Une journée de modèle vivant, une journée de dessin d'objets, une journée d'illustration. D'accord. Il n'y a que les cours théoriques où c'était des demi-journées. Attends, je m'excuse, on a un peu de l'arsène. Hop là, ça devrait être bon. Du coup, en termes de profs, un peu, ça s'organise comment? C'est des profs qui viennent de l'éducation nationale, c'est un enseignement qui est très théorique avec des professionnels de l'industrie. Ça se passe comment? Alors, peut-être première année Première année, c'est surtout, même pendant les 5 ans, souvent, c'est des professeurs qui nous suivent dès la première année jusqu'à la 5e. Mhm. Et c'est des professionnels, en fait. Souvent, ils sont recrutés parce qu'ils ont déjà travaillé sur des prods, tout ça. Ou alors, c'est aussi des anciens étudiants. Ça nous arrive aussi beaucoup. Mhm. Que ce sont des anciens étudiants qui viennent nous faire cours à nouveau. D'accord, ok. Et pour, du coup, Émile Cole, c'est des gens qui ont... C'est en majorité des anciens étudiants, mais qui pratiquent en même temps les différents métiers du jeu vidéo ou de l'illustration ou de l'animation. Mhm. Bah, idem pour nous. Hein. Ouais. Pour ma part, c'était des professionnels du jeu vidéo principalement. Donc des gens qui travaillaient à des postes à temps plein en général, qui venaient faire ça à côté. D'accord. Et sinon, l'ambiance dans l'école en termes de cours, on reste longtemps après, c'est-à-dire qu'il y a des TP, on voit ces écoles où les élèves restent jusqu'à 23h, voire plus tard le soir quand ils ont des projets et tout ça. Ça s'organise comment? Est-ce qu'il y a un planning qui est très élastique ou... Alors nous, généralement, les cours, c'est de 8h30 du matin jusqu'à 18h. Après, les élèves sont libres de rester à l'école pour travailler ou de rentrer directement chez eux. C'est tout ce qui est les TD, les travaux de groupe ou les projets de diplôme ou qui nécessitent de rester un peu plus longtemps, ça vient plus tard, 3e, 4e, 5e année, où on est autorisé à rester jusqu'à 23h, voire minuit sur certains cas à l'école. Ouais. Ok. Pour les autres, du coup, le planning Nous, c'est pareil, c'était 9h, 17h30 tous les jours, surtout les premières années. Mais c'est vrai qu'à partir de la 5e année, on ouvre ce qu'on appelle les nocturnes. Donc c'est un élève responsable avec les clés d'école et ils peuvent rester toute la nuit s'ils veulent travailler. Ok, d'accord. Et voilà, et souvent ça se passe comme ça en 5e année. Et ça se passe peut-être comme ça dans l'industrie, je sais pas. Pour ma part, c'était 9h-17h, parce que c'était alternance forcément avec un contrat, du coup 35 heures par semaine, obligatoire. L'école fermait à 18h, du coup il n'y avait pas de nocturne ni rien. Ah oui. Et il y avait cette tendance à éviter le crunch aussi au niveau des élèves par l'école. C'est-à-dire que l'école n'encourageait pas à prendre tout son temps pour travailler, à passer son temps à travailler surtout. Donc c'était assez cool là-dessus Ouais. en général. Et nous, du coup, c'était 9h, 18h officiellement. Hein. Mais après, on avait accès à l'école, que ce soit la nuit, le soir ou le week-end. Donc, on pouvait vraiment adapter notre temps libre comme on voulait. Après,
on se retrouvait aussi pas que pour travailler, pour passer du temps avec les gens qu'on aimait bien, parce que c'était notre deuxième maison, c'est notre deuxième famille, l'école, vu le temps qu'on y passe. Et du coup, certes, on va travailler, mais aussi on va faire des tournois de Mario Kart, on se détend, on essaye d'équilibrer entre travail et amusement. Voilà. C'est vrai que cet équilibre entre loisirs et on va dire rush des rendus de projet, c'est un juste dosage. Au cours, est-ce que vous avez pu sentir quelque part une progression dans les rendus de projet? Dès la première année, vous avez dû rendre un projet pour valider votre année. Deuxième année, 2 projets. Troisième année, 3 projets. Comment ça se passe vis-à-vis des projets et de leur réalisation? Et sont-ils faits seuls ou en groupe? Alors nous, on a un suivi continu. Donc on a tout le temps, toutes les 3 semaines à peu près, des petits projets à rendre. Et ça dépend, c'est soit individuel ou soit en groupe. Parce qu'on aime bien aussi individuel, comme ça au moins la personne sait ce qu'elle vaut, comment elle fait pour son emploi du temps. Et les travaux de groupe permettent à travailler du coup avec plusieurs personnes, à essayer de se remettre en question à chaque fois pour travailler avec les autres, pour leurs compétences, pour améliorer les siens. Et c'est un travail d'échange. Et est-ce que ça a été crescendo? Nous, on a eu une sélection dès la première année pour savoir si de prépa à licence on pouvait passer. Et ensuite, en licence, on a dû faire un film d'animation qui était tout seul. Et après, à notre master, là, on décidait soit en animation, soit on allait en animation ou en master de jeux vidéo. Et là, c'est pareil, c'est soit on décide de le faire tout seul ou en groupe. D'accord. Voilà. Pour nous, les 2 premières années, c'était un tronc commun, donc on faisait que ce soit de l'animation, de la 3D, du jeu vidéo. Et on validait nos 2 premières années avec des partiels qu'on avait à la fin pour valider nos acquis. À partir de la 3e année, on avait un projet de jeu à faire en équipe. On était en équipe de 6 pendant 6 mois. La 4e année, c'était surtout une année théorique. Et pour le master, la 5e année, c'est un gros projet en équipe sur 1 an. Et c'est comme ça qu'on valide du coup notre master, avec le gros projet final. Pour ma part, c'était pour la première année quelques petits projets, des tout petits projets à faire en solitaire pendant environ 8 mois. Et après, à démarrer le gros projet. En fait, le master, il a une seule note, c'est le projet à la fin quasiment. Et du coup, le projet se base avec plusieurs milestones. Donc au début, il y a la pré-production, le design, ainsi de suite, les premiers prototypes. Et la 2e année se base entièrement sur la production du jeu complet, avec à la fin une note finale qui est une soutenance devant des éditeurs en fait, qui sont là pour vérifier si le jeu est vendable ou s'il est bien produit, etc. Et s'ils sont pré-signés, on a une bonne note. En gros. Et pardon, c'était quoi déjà la question? J'ai trop Les absorbé par projets, comment vous validiez d'année en année, enfin chaque année, et à la place des projets, seul, en groupe? Alors nous, à Emile Cole, jusqu'à la 3e année, c'est du contrôle continu. Donc D'accord. chaque jour, on a un exercice sur un sujet qui est noté à la fin de la journée. Et enfin, on a la note au prochain cours, quoi, mais ça nous force à toujours donner le meilleur de nous-mêmes. Donc ça peut être rude pour certains, mais moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi cette école, c'est que on est constamment évalué et j'ai besoin d'avoir des retours très souvent sur ma progression pour savoir où je me situe. Et ensuite, une fois arrivé en 3e année, donc on a encore ça, le contrôle continu. Et en plus, à la fin, on a une épreuve de licence où sur 3 jours, on a une épreuve pour faire un produit fini d'illustration ou une planche de bande dessinée qui est notée sur pré-production et production finale. Et ensuite, en 4e année, c'est des exercices, mais sur plutôt 1 semaine, 3 jours, 1 semaine, plus à la fin un projet de groupe qui nous dure environ 3 mois, où on a un sujet et on doit faire un petit jeu dessus, qui à la fin où sont notés pré-production, level design, production graphique, produit fini, et si c'est bien jouable ou pas, et si ça répond au cahier des charges qui a été imposé au début. Et puis 5e année, ça se découpe en 2 phases. D'abord la pré-production du projet du récit qu'on aura choisi d'adapter. Et ensuite, production pour arriver à faire le produit fini, donc trailer plus prototype jouable ou non selon l'investissement des élèves.
Justement, par rapport à cette première année, tu parlais qu'il y en a pour certains, c'était rude. Il y a beaucoup d'abandon entre première et deuxième année. Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a beaucoup de gens qui veulent travailler dans ce milieu-là, mais qui au final vont se rendre compte que ça ne correspond pas à leur motivation, à leur capacité de travail. Il y a beaucoup pour chacun de vous quatre, il y a beaucoup d'abandon après la première année? Alors nous, il y a très peu d'abandon, mais en fait, chaque année, il y a un classement à l'école, et en fait, chaque classe est... Okay. Et les derniers du classement ne sont pas retenus pour continuer l'école si les résultats ne sont pas suffisants. Tu as un chiffre à peu près sur des classes de 30, 40 Alors ce sont des classes de... Alors aujourd'hui, je crois que c'est une trentaine d'élèves peut-être. Et je dirais que il y en a peut-être 3 ou 4 maximum par classe qui ne passent pas si les résultats sont vraiment bas, quoi. Mais généralement, il y en a 90% qui passent sûrs. Et c'est ça jusqu'en troisième année. Donc troisième année, on a une licence et après, on peut décider de continuer ou non l'aventure pour se spécialiser un peu plus. Parce que jusqu'en troisième année, c'est beaucoup basé sur le dessin traditionnel, l'illustration, la bande dessinée et l'animation et l'illustration numérique, mais pas tellement le jeu vidéo. Il faut prendre plutôt la branche 3D qui est une branche à part où on apprend à faire soit du jeu vidéo, soit de l'animation 3D, ou alors faire comme moi, prendre la section jeu vidéo en 4e, 5e année pour apprendre à construire un projet de jeu vidéo. Mais c'est un projet individuel, par contre. C'est pas un projet de groupe en 5e année. D'accord. Et aussi, profitez-en en parlant comme ça de ce taux d'abandon, en tout cas des gens qui abandonnent après la première année, de dire si c'est des études qui sont difficiles, sur lesquelles il faut s'accrocher en termes de capacité de travail, justement, sur lesquelles il y a beaucoup d'efforts à fournir, ou en première année, ça reste assez tranquille. Enfin, voilà, quoi. On va dire que... Est-ce que c'est vraiment, il faut s'accrocher dur pour le temps de se mettre dans l'ambiance, ouais. Ça va, mais le niveau grimpe assez vite. Et il y a des gens qui progressent très vite, d'autres très lentement. Donc il faut savoir trouver ses repères et connaître son rythme de travail. Et normalement, tout va bien, mais c'est surtout une question d'organisation, d'emploi du temps pour arriver à s'en sortir. Tous ceux qui rentrent en sont capables, c'est juste que c'est une question d'organisation et aussi de motivation. Vas-y, vous pouvez enchaîner. Nous, par exemple, on était 15 au début et on en a perdu 2 à la fin de la première année. D'accord. La plus grosse difficulté, c'était pas la première année, justement, qui était assez introductoire sur l'ensemble des sujets. C'était surtout la deuxième année où c'était le rush du projet qui était très prenant, avec en même temps les évaluations, parce que c'était un contrôle continu à côté. Et c'était là la plus grosse difficulté, c'était la deuxième année. Nous, on n'a pas eu énormément d'abandon dans la première année, que quelques personnes. C'est surtout à partir de la 4e année, juste après la licence, qu'il y en a qui n'ont juste pas trouvé le master à leur convenance et ont préféré partir. Sinon, en termes de difficultés, je pense que les années les plus dures, c'est la 3e et la 5e, comme c'était notre année de licence et de master, où à la fin, on doit sortir un gros projet en équipe avec le jury. C'est vraiment, je pense, les années les plus dures. Nous, en première année, c'était la classe préparatoire. C'était pour la plupart des gens, c'était la première année où ils étaient tout seuls, ils étaient sans papa et maman. Donc, c'est la première année où vous devez faire tout vous-même, les décisions, votre emploi du temps. Donc, il y en a beaucoup qui ont craqué parce que c'était beaucoup de responsabilités à gérer. Après aussi, dans toutes les autres années, tout ce qui est blackout, parce que trop de travail qu'ils n'ont pas réussi à gérer. Ou alors aussi, des fois, on a des moments de mou parce qu'on se compare à l'autre. Pourquoi il va plus vite dans ça, dans son apprentissage et tout. Mais c'est bien pour savoir son niveau, mais en même temps, c'est très mal de faire ça. Et donc, l'abandon, on a quoi, 2 ou 3 par année. Et après, c'est aussi au niveau des résultats. C'est si vos résultats ne sont pas assez bons, pour passer à l'année suivante, ça ne marchera pas. D'accord, ok. Merci de votre retour. J'avais plein de questions. Ouais, j'en ai plein. Se pose la question, c'est vrai que d'un côté, on a les écoles privées qui proposent des formations. Vous êtes donc tous issus des écoles privées. Il y a aussi l'université. Déjà, première question, pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi d'aller à l'université? Pourquoi avez-vous choisi d'aller dans une école de jeux vidéo plutôt que l'université, où vous avez des formations dans le domaine du jeu vidéo? Je ne savais pas forcément qu'il y avait des formations. Je cherchais surtout quelque chose de très spécialisé, donc je n'avais pas forcément vu ça dans les universités. Il n'y en a pas beaucoup, hein, rassure-toi. Ouais. Mais surtout que je cherchais beaucoup dans le nord de la France.
J'avais juste testé l'ESAT à Roubaix, qui est une école assez connue, qui est publique et gratuite. Mais par contre, les concours d'entrée sont très durs. Et j'avais essayé d'entrer. On était énormément dans la salle d'attente pour au final 10 choisis par an. D'accord. Donc, c'était très dur. Pour les autres, Est-ce que vous pensez que les niveaux, on parle aussi de l'Engmin, qui est une des écoles qui fait partie du CNAM, donc enseignement public, est-ce que vous pensez que comme du coup c'est des écoles qui sont très demandées, il y a un niveau d'entrée très haut, ou c'est juste que les métiers du jeu vidéo, en tout cas les études, on en parlait un peu, demandent justement des gens qui sont déjà en voie de professionnalisation, avec des projets, avec des books, des portfolios? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a trop de monde et qu'au final, faut sélectionner parce qu'il y a trop de monde, quoi? Bah, aujourd'hui, beaucoup de gens jouent aux jeux vidéo et je pense que beaucoup de gens veulent travailler dans le jeu vidéo parce qu'ils aiment ça et qu'ils pensent que c'est une industrie florissante, ce qui est le cas. Mais du coup, oui, il y a beaucoup de demandes et forcément, on est obligé de faire une sélection pour avoir la crème de la crème, c'est un peu pompeux, mais pour avoir des gens qui sont au moins motivés à aller loin et à s'investir dans ce domaine. D'accord. C'était quoi la question? Université, Université, école de jeux privée. vidéo. Pourquoi avoir choisi les écoles de jeux vidéo Plutôt qu'une fac, au détriment J'ai ou... choisi Micole parce que il y avait un bon encadrement prof-élève et que du coup on était quand même proche des profs et c'est pour ça que j'ai choisi Micole et aujourd'hui il y a certains profs je peux les tutoyer, c'est des collègues de travail ou non, donc c'est Ouais. et puis c'était surtout une bonne ambiance et ça faisait un peu vu que c'était à la base dans des petits locaux, ça faisait très cocooning et j'adore ça, du coup je suis allé là-bas aussi pour ça. Je crois que quelqu'un veut parler. On a une question dans le public, je crois. C'est un témoignage apparemment. Vas-y, on va te donner le micro. Hop. Parle bien fort. Okay. Alors, pour ma part, du coup, avant d'entrer à l'ECV, du coup, je suis à l'ECV Bordeaux en ce moment. Et avant d'entrer dans cette école, j'ai fait des études d'art à la fac. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai appris à utiliser un petit peu la 3D sur 3ds Max et tout ça. Mais le truc, c'est que pour l'instant, dans les universités, en tout cas à Bordeaux, après, je sais pas les autres universités, mais c'est pas encore suffisamment développé ce secteur du jeu vidéo. Et du coup, les profs sont des profs souvent autodidactes, mais qui ont jamais réellement travaillé dans l'industrie. Parce que les professionnels du jeu vidéo, ils n'ont pas forcément le temps ou l'envie d'aller enseigner en université, ou ils préfèrent peut-être aller dans des écoles où ils peuvent se faire des contacts, croiser d'autres gens qui travaillent dans le milieu, tout ça. Du coup, c'est pour une des raisons pour lesquelles j'ai décidé, après la licence à la fac, de me diriger vers une école qui était privée, beaucoup plus spécialisée, avec des gens qui sont vraiment dans le domaine du jeu vidéo, qui pourraient m'apprendre des choses. Voilà. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci, pour le témoignage. Je vous redonne le micro. Oui, vas-y. Oui, je disais, du coup, mine de rien, pour la plupart des gens, le jeu vidéo, les cursus universitaires, c'est pas accessible parce que pour la plupart des gens, ils n'ont pas un bagage artistique de base. Genre, je sais que nous, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait le bac artistique, littéraire, avec toutes les options qu'il fallait. Et du coup, il aurait fallu faire une remise à niveau. Et pour ma part, quitte à faire une remise à niveau, aller à une école préparatoire, continuer dans l'école où j'étais, en fait. Et bon, après, c'est le public. Il n'y a pas tout le temps forcément les mêmes moyens que dans une école privée. Ce qui est dommage, hein, parce que du coup, ça ferme beaucoup de portes à beaucoup de gens qui n'ont peut-être pas les moyens. Ça fait partie des questions qui en découlent. Oui. Les écoles privées ont un coût où, pour la plupart, vous me direz, hein, si je me trompe, les bourses ne peuvent pas être demandées. Et se pose la question de comment financer ces études. Est-ce que l'alternance, toi, Thomas, tu nous disais que c'était possible, mais souvent on entend dire qu'on a des étudiants qui n'ont pas encore passé la barre, on va dire, de la vie professionnelle et qui s'endettent. Comment est-ce que, sans forcément rentrer dans un détail personnel, mais quelles sont les possibilités de financement de vos études? Vas-y, Thomas. Personnellement, je l'ai fait avec l'alternance. Du coup, l'école est entièrement payée par l'entreprise. Et j'étais payé par l'entreprise à côté. Donc ça aidait beaucoup pour financer les études, ça c'est clair et net, vu qu'il n'y avait rien à payer. Après, le problème que ça pose, c'est que l'entrée est très difficile, pour la simple et bonne raison que trouver une entreprise en n'ayant pas beaucoup d'expérience dans le jeu vidéo pour faire une alternance, c'est extrêmement difficile.
et surtout que la plupart des entreprises ne cherchent pas d'alternants dans le jeu vidéo parce que le format de l'alternance plaît pas beaucoup. Pour Par quelle rapport à raison Pour quelle raison le fait de ne pas pouvoir faire des rushs sur le projet en permanence parce qu'on n'est pas tout le temps là. C'est tout simple. On en reparlera ça après, justement, sur le après, notamment ces rythmes de travail qui posent des fois question. On aura Après, besoin de votre avis dessus. Oui, excuse-moi, Oui, Clémence. pardon. Après, niveau financement, c'est soit vous avez de la chance d'avoir des familles qui peuvent vous soutenir, ou alors vous faites un prêt étudiant que vous rembourserez quand vous commencerez à travailler. Voilà. Donc, commencer sa vie endettée, c'est pas la chose la plus géniale de sa vie, mais bon, si c'est ce qu'on aime, bon, faut faire des sacrifices. C'était pareil pour moi aussi, c'est soit le prêt, mais après l'école est affiliée à une banque pour faciliter la demande de prêt. D'accord. Ou sinon, c'est avoir la chance d'avoir une famille qui peut vous soutenir. Surtout que souvent, des fois, c'est des écoles qui sont un peu loin de chez vous. Donc des fois, soit il faut faire des transports tous les jours, donc ça a un coût, ou alors il faut prendre un appartement sur place. Donc après, je sais par exemple que dans ma promo, il y avait des élèves qui avaient un petit travail le soir à côté, comme au QIC par exemple, ou autre, pour aider à faire un petit peu d'argent. Mais Voilà. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui a pu me payer toutes mes études, mais c'était une école privée, mais quand le diplôme est reconnu par l'État, il y a des possibilités de bourse et d'aide. Et nous, notre école, à mon époque, on était les premiers à avoir la licence et ensuite le master. Du coup, on n'avait pas d'aide de l'État parce que le diplôme devait être reconnu avec nos promos. Du coup, ce que faisait l'école, c'est qu'elle préparait des enchères, des œuvres des élèves qui vendaient à des gens qui voulaient les acheter ou à des œuvres, et l'argent qui était récolté allait aux élèves qui en avaient besoin. Et sinon, j'ai des amis qui ont fait des prêts étudiants, qui avaient des petits jobs à côté. Ils essayaient de joindre les deux bouts comme ils pouvaient, mais au final, ils y sont quand même arrivés. Ils sont sortis avec leur diplôme au bout de la 5e année. Donc c'était beaucoup d'investissement personnel et de fatigue, mais on peut y arriver si on est suffisamment motivé. Puis comme le disait Alexandra, on vous le rappelle, il y a aussi des filières publiques. Il y a l'Engmin à Angoulême. Certaines universités, l'université Montpellier 3, qui permet d'avoir en L3 une licence 3e année professionnelle de level designer, notamment, jusqu'à un master. Et il y a le pôle Léonard de Vinci aussi à la Défense. Il y a une filière jeux vidéo qui fait partie du domaine public. Et d'autres universités à Paris aussi. Oui. Tu avais d'autres questions sur le pendant, justement Je vais peut-être pas poser toutes les questions. Je pense que le public après aura de nombreuses questions. Je vais laisser... Sur l'organisation des cours, sur comment se passent les entrées. Ouais, allez-y. Ah non, moi j'ai cru que... Ah ok, c'était un petit coucou, big up. Ok, autant pour moi. T'as des fans dans le public. Okay. Non, c'était pas moi, c'était pour Thomas. Vous avez des choses à rajouter sur ce pendant, sur comment se passent les cours, et puis après on abordera bien sûr le après, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu son diplôme, comment ça se passe? Je pense qu'une école, elle est bien quand les professeurs sont déjà dans le milieu. Nous, c'était le cas. Ils avaient déjà travaillé dans le milieu et ils continuent à travailler dans le milieu, donc ils étaient toujours au fait. Ensuite, c'était quoi la question? Il y en a eu tellement. De quoi la question que... La question, c'était d'ajouter peut-être quelque chose qu'on n'a pas évoqué sur le pendant, c'est-à-dire l'organisation des cours, la vie scolaire, les sorties, les loisirs, des choses qu'on n'a peut-être pas pu évoquer. Mais c'est bien de parler des profs qui viennent donc, du milieu professionnel. Est-ce que pendant justement votre cursus, vous rencontrez de futurs professionnels? Pourquoi pas des gens de chez Ubisoft, Focus, ces gros éditeurs français qu'on connaît, Asobo, voilà. Pour notre part, oui, tous les jeudis, les vendredis, on rencontrait des professionnels qui nous suivaient, qui nous donnaient leur expérience, leur parcours, et qui venaient aussi pour encadrer nos projets de fin d'année. D'accord. Par exemple, sur Roubaix, il y a Ankama qui vient un peu vous voir à Pôle 3D Non, pas vraiment. Mais on est dans le même bâtiment qu'eux, mais juste une porte nous sépare. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de contact avec eux. C'était surtout, on avait plus de contact avec Ubisoft qui sont venus 2 fois nous voir pendant la formation, nous faire une grande conférence justement sur leur projet.
Mais sinon, l'école, c'est vraiment juste de base une structure et il faut quand même être très motivé et savoir travailler en autodidacte et apprendre par soi-même parce que l'école nous fournit un plus. C'est vrai, les professeurs nous apprennent des choses, mais il faut quand même tout le temps travailler et se mettre à jour parce que quand on a un professeur qui est là depuis 10 ans dans l'école, et ben, des fois, il n'a peut-être pas forcément connaissance des nouveautés et c'est très important de quand même toujours s'informer, travailler. Et Oui. voilà. C'est-à-dire que ce que vous disiez, on recherche quand même des élèves qui sont motivés, qui sont passionnés, et qui du coup vont faire un gros travail sur eux-mêmes et par eux-mêmes. L'école, c'est vraiment une base, mais il faut vraiment travailler et s'informer aussi ailleurs. Quand les pros ils viennent dans les écoles, ils commencent à recruter ou ils se présentent juste Comment ça se passe notamment? On t'en parlera après, je sais que chez les développeurs ça chasse beaucoup, mais... Nous, ils viennent nous aider, mais c'est vrai que si de temps en temps ils peuvent capter quelques contacts, Ouais. ils en profitent. Hein. Ça se fait donc pendant le cursus, Ouais. ça pas forcément après. Ouais. Chez Émile Cole, vous êtes visité, du coup alors vous êtes nous, sur Lyon. Donc, on a surtout des conférences avec des pros ou des masterclass, donc D'accord. ils viennent à l'école dans un amphithéâtre faire parler de leur métier, répondre à des questions, présenter leur travail. Et donc on a des gens d'Ubisoft, des gens d'Arkane qui viennent, parfois des gens qui travaillent dans le storyboarding ou dans l'animation. C'est surtout toutes les filières Proposées possibles à par l'école. l'école, ouais. Exactement. Et en 5e année, on a des intervenants qui viennent faire du suivi de projet pendant une semaine ou deux, donc un jour par semaine ou deux. Et, ou alors des spécialistes de substances qui viennent nous apprendre à nous servir de substances ou d'autres logiciels. Et puis après, notre jury, par contre, est composé de un membre de l'encadrement pédagogique de l'école. D'accord. Et ensuite, ce sont que des professionnels. Donc on a eu par exemple Monsieur Mitton, le directeur artistique de chez Arcane. D'accord. Et beaucoup d'autres pointures de jeux vidéo. Du coup, et aussi en 5e année, on a une journée pro organisée avec plein de studios qui viennent à l'école faire du recrutement pour soit des stages, soit des contrats, ou prendre ne serait-ce que des contacts. Et c'est à ce moment-là qu'on peut construire, qu'on peut vraiment commencer à construire son réseau. Arcane, ils ont Dishonored, c'est ça? C'est ceux qui ont fait Dishonored 1 et 2, ouais. Une espèce de gros jeu d'aventure qui ressemble un peu de très loin à Assassin's Creed. Je vais juste rajouter que c'est vrai qu'en master surtout, donc pas les 3 premières années, mais à partir de la 4e, on a eu quelques masterclass, donc des professionnels qui viennent nous faire des cours sur des choses très spécifiques comme Substance Designer ou Marmoset. C'est des environnements de travail, c'est voilà, ça? C'est ça, Okay. où pendant 2 jours, ils vont venir faire un petit exercice et nous suivre. Thomas, est-ce que vous, dans votre école, comme vous êtes très technique, très dev et tout ça, est-ce que vous êtes un peu chassé aussi? Je dirais pas tellement chassé. Enfin, la plupart Ah, de nos même si le mot professeurs chassé est un peu sont violent. des professionnels. Du coup, on avait déjà des points d'entrée, des informations là-dessus. D'accord. On n'a pas eu beaucoup d'intervenants professionnels qui sont venus pour venir nous récupérer à l'école. Par contre, notre formation s'est terminée avec 2 semaines au Canada. On a visité de nombreuses entreprises qui, elles, pour le coup, essayaient de recruter des gens dans la promotion, effectivement. Ok. En gros, vous partiez avec l'URL de votre site web portfolio et salut, c'est moi, c'est ça un peu, quand vous étiez parti? On venait visiter surtout les entreprises et parler avec les gens sur place. D'accord. Et pas besoin de montrer les portfolios. En tant que développeur, ça a recruté, oui. D'accord, ok. Parce que c'est vrai, là on va arriver sur la section après, une fois avoir été diplômé, fini le rush du rendu de fin de cycle, avec les sueurs, les nuits blanches, les litres de café ingurgités. Donc Noémie, on vous attend. Voilà. Accueil général. Se pose la question, une fois le diplôme validé, qu'est-ce qui se passe pour vous? Quels sont les débouchés? Déjà, peut-être que certains d'entre vous ont peut-être pris un mois pour tranquille, on va respirer. Là, on a fait 5 ans, ça a été dur, on a donné le meilleur de soi-même. Ou vous avez attaqué direct, vous avez fait du réseautage pendant vos études. Comment ça s'est passé pour vous? Pour ma part, j'ai recherché des stages et des emplois. Toute l'année, j'ai envoyé des liens, des CV, mon portfolio. Et j'ai été engagée, donc j'ai passé mon jury le 28 juin et le 3 juillet, j'étais dans le train pour partir en Belgique. Donc voilà, on a eu juste un petit temps en plus entre deux. J'ai fait une compétition en Angleterre à Cambridge, une game jam de 3 jours. Tu peux expliquer pour les gens qui ne savent pas ce que c'est? C'est faire un jeu en petite équipe. Donc on avait 3 jours sur un thème. Donc je
je sais plus c'était quoi notre thème, mais on a gagné un prix, donc on était contents. Et 2 jours après, on est parti travailler en Belgique, mais on a eu beaucoup de chance parce que nous, on n'est pas vraiment aidé par l'école pour trouver un emploi après. C'est vraiment de la recherche personnelle, donc toute l'année en fait. Et quand j'ai eu une réponse avec un autre collègue, parce que c'était une boîte qui cherchait justement à créer une nouvelle team 2D, une nouvelle artiste, et ben on s'est proposé, on a été pris tous les deux, car comme on avait déjà travaillé ensemble, et justement ils se sont dit que ce serait une bonne chose pour leur futur projet. D'accord. Un peu un jackpot là, pour l'histoire. Et juste en termes de spécificité, vous êtes sur un contrat à durée déterminée, CDI, vous êtes en auto-entrepreneuriat? Alors c'est un CDD de 12 mois renouvelable. D'accord. Donc voilà. Plutôt pas mal pour un premier emploi. Pour les autres, les débouchés? Pour ma part, j'ai eu un mois de pause, entre guillemets, où j'ai voulu finir tous mes projets personnels lancés pendant l'école, forcément. J'ai recherché des emplois, j'ai eu des réponses très rapides. En tant que développeur, ça va vite. Ouais. J'ai eu beaucoup d'entretiens, je suis allé sur place, passer les tests techniques, pas eu de soucis. Le seul truc qui bloquait, c'est que je cherchais un temps partiel, parce que j'avais une activité personnelle à côté qui me prend beaucoup de temps. C'est quoi? Est-ce qu'on peut savoir Je développe des jeux vidéo indépendants. D'accord. Donc, par exemple, récemment, j'ai participé à une game jam et j'ai rejoint du coup une équipe qui crée un jeu indépendant. D'accord. Et ça me prend pas mal de temps en ce moment. Et j'ai besoin de ce temps-là à côté. Je peux pas le faire à côté d'un temps plein. Oui. Et du coup, j'ai eu la plupart du temps des refus pour le temps partiel parce que c'était temps plein ou rien. Et du coup, ça a été un peu compliqué. Et j'ai récemment eu une opportunité dans le serious gaming qui est un peu plus ouvert au temps partiel pour le coup. Et ça se passe très bien pour l'instant. Top. Et pareil, type de contrat que tu as, c'est un CDI. Un CDI. Top. Bah, moi, après mon diplôme, on devait enchaîner sur un stage de 6 mois obligatoire. Du coup, après avoir passé les oraux, 5 jours après, j'avais mon stage et je partais pour Montpellier chez Unexpected. Donc 6 mois de stage, l'équipe m'a apprécié, a trouvé que je faisais du bon travail. Du coup, ils m'ont proposé un premier contrat de 6 mois qui est arrivé à terme en mai. Et là, je suis sur mon deuxième contrat de 6 mois chez eux qui va se finir en décembre. Et voilà, moi j'ai pas fait de pause parce que il fallait que je batte le fer tant qu'il était chaud et du coup tout ce que j'ai appris à l'école ça a été complété par tout ce que j'ai appris pendant mon stage et ce que j'apprends encore aujourd'hui dans mon métier du coup. Top. Et moi, je viens de finir en juillet. J'ai pris le temps de me reposer parce que c'était 5 ans qui étaient très durs. J'ai pris 2 mois, mais je continue quand même à faire des candidatures spontanées. Pour l'instant, j'ai 2-3 entretiens, mais voilà, je cherche. Tu cherches plutôt dans quoi? Dans des très gros studios ou des studios Vraiment, plus petits? toute expérience est bonne à prendre en fait. Autant les petits studios où on va être très polyvalent ou alors les grands studios où on va être juste spécialisé dans ce qu'on veut. Oui. Donc franchement, je rechigne à rien du tout. Tant que j'ai tu- du boulot. Tu ça peux me en va. parler justement de ça, la différence entre petits studios où on est beaucoup plus couteau suisse, polyvalent, et gros studios où il faut être hyper spécialisé. Tu peux nous parler un Alors peu de ça? les petits studios, c'est souvent des petites équipes, donc les Mhm. gens vont faire beaucoup de métiers en parallèle en fait. Genre la personne qui fait de la 3D va aussi faire de la 2D ou peut-être aussi de la programmation, après aussi de la communication. En fait, c'est comme si une petite équipe et qu'il faut tous les postes, Mhm. tout le monde se forme un peu à tout. D'accord. Alors que dans les gros studios, comme tout le monde a sa spécialité, vous faites que sur le quoi vous êtes prédestiné en fait. Oui. Et voilà. Oui, il faut savoir, hein, dans les gros studios, il y a des gens, par exemple, qui vont passer tout le temps de production à dessiner des caisses en bois. Enfin voilà, c'est tellement hyper spécialisé. Nous, on a rencontré un ancien étudiant qui travaille en ce moment chez Rockstar. Et lui, ce qu'il fait, c'est des vêtements, mais juste des bottes en cuir ou ce genre de choses. C'est tout ce qu'il fait. Il fait des bottes en cuir pendant 3 ans, quoi. Thomas en parlait un peu, qui se dit qu'il va peut-être développer son jeu en indépendant, justement si la solution, par exemple Clémence, si tu ne trouves pas de boulot, est-ce que tu te dis, tiens, je vais peut-être développer mon jeu seul avec des potes ou des gens que je rencontrerai sur des réseaux et du coup devenir indépendant?
Alors, c'est pas si je trouverais pas, j'en trouverai un métier. Hein. D'accord. Non, mais Il y a quand même beaucoup de métiers. on touche tous du bois voilà. pour Clémence. Hein. Les sièges sont en bois. Alors, vous pouvez y aller. peut-être dans plusieurs années, quand j'aurai de l'expérience de plusieurs boîtes, peut-être faire, oui, mon propre studio. Mais c'est vrai que c'est quand même assez dur parce qu'il y a tout ce qui est côté paperasse, juridique, à gérer que on n'a pas été formé pour ça. D'accord. Donc il y a beaucoup de studios indépendants qui se cassent les dents à partir dans cette aventure-là. Mais après, on souhaite tous réussir. Donc, voilà. Moi, c'est aussi un de mes objectifs, c'est de créer mon propre jeu, et même si c'est un petit jeu gratuit ou quoi, et le sortir, c'est parce que c'est vraiment un métier de passionné, et ce qu'on aime, c'est faire des jeux. Donc, moi, c'est vraiment un objectif, c'est de pouvoir aussi, le soir, quand je rentre, c'est de travailler un petit peu encore, et travailler sur des projets perso, et toujours garder cette motivation, et voilà. Et comment vous la voyez justement cette industrie? On parlait un peu tout à l'heure des rythmes de travail, notamment Thomas qui disait on nous apprend pas à cruncher. On va peut-être nous expliquer ce que c'est que le crunch dans l'industrie. Et comment vous voyez cette industrie justement? Plutôt une vie professionnelle dans les gros studios, plutôt dans les tout petits studios, plutôt, enfin voilà, nous expliquer un peu votre plan de carrière dans cette industrie. Comment vous allez naviguer là, toutes et tous? Alors moi je cherche à créer mes propres projets. Enfin, moi ce que je veux c'est l'indépendant total. D'accord. C'est pour ça que je fais une activité à côté. Mais même j'ai envie de dire le problème qu'on a pas mal dans le jeu vidéo c'est le crunch dont on a déjà parlé. Donc ce fait de surexploiter les employés et de payer le moins possible si possible. C'est extrêmement courant, on en voit partout et c'est presque inévitable. C'est pas pour autant qu'il faut se laisser abattre. Et on le voit dans certaines entreprises, par exemple dans celle où je travaille actuellement, où on a beaucoup de crunch récemment et on commence à voir les employés qui un peu s'allient ensemble pour essayer de faire remonter les problèmes à la direction et d'aller vers des meilleurs temps de travail. Oui. Ensuite, Clémence nous a dit d'abord trouver un boulot, pourquoi pas après faire de l'indépendance. Après, on a le crunch aussi dans... Et votre vision de l'industrie du coup. On a aussi le crunch dans l'école, en fait, quand on fait les projets. Nous, je sais qu'on a tout le temps essayé de faire un équilibre entre le travail et la vie personnelle pour pas sortir déprimé complètement au bout du rouleau. Et je pense que c'est ça qu'il faut aussi dans le jeu vidéo. Maintenant, ça commence petit à petit à prendre... Les entreprises prennent conscience qu'un employé au bout du rouleau, il ne sera pas productif. Nous, je sais qu'à Asobo, une fois que la journée de travail est finie, elle est finie. On n'entend plus parler du boulot. Et donc ça, c'est bien. Et maintenant, en France, du moins, je pense qu'il y a beaucoup de plus en plus d'entreprises qui prennent ces emplois du temps au sérieux, en fait, en disant que le crunch, ça sert à rien. Il faut juste bien répartir la production et pas avoir... c'est ça. Oui. Ta vision un peu sur l'industrie du jeu vidéo, notamment les rythmes de travail, l'ambiance, en parlant de crunch. Je pense que moi, mon studio, c'est pas vraiment un exemple. On fait pas de crunch. En fait, ceux qui veulent faire des heures sup peuvent les faire. Mais on essaie toujours de faire en sorte que le travail soit efficace, que la communication soit efficace pour qu'il y ait le moins besoin de cruncher. Parce qu'on s'est rendu compte que quand les employés sont satisfaits et ont des heures de travail logique entre guillemets, ils travaillent beaucoup mieux, ils sont concentrés beaucoup plus sur une plus grande durée pendant leur travail. Et c'est vrai que bosser 12 heures par jour sur des objets 3D, au bout d'un moment on est en mode juste j'en peux plus, j'ai envie de m'arrêter. Et du coup de faire 7-8 heures par jour, c'est ce qu'il faut. Et puis on revient le lendemain, on est frais, on est prêt à travailler. Et puis même pour prendre du recul, je trouve ça important parce que faire 12 heures par jour, on est trop la tête dans le guidon et on va faire beaucoup plus d'erreurs. Et moi, pour ma carrière perso, j'ai pas spécialement l'envie de développer moi-même mes jeux, mais j'ai plutôt envie de travailler dans des studios indépendants ou de taille moyenne, enfin à taille humaine, où la relation entre chaque employé est aisée et où tout n'est pas trop segmenté. Et après, moi, tant que je produis des assets graphiques, je serai content. Voilà, j'aime bien aussi me brancher sur des projets que j'ai pas forcément commencé et m'adapter aux gens. J'aime bien m'adapter aux gens. Et dans ton studio en Belgique, ça se passe comment? Ils sont
Un peu comme ça, sur cette tendance à vouloir améliorer les choses ou ça crunch? Oui, non, ça crunch pas. On fait 9h, 17h tous les jours. Il n'y a pas d'heures supplémentaires. De toute façon, on nous a bien dit qu'on peut venir, mais on ne nous payera pas. Donc, si on fait des heures supplémentaires. Non, après, ça fait que 4 mois que je suis dans le studio. Donc, après, je sais qu'on va avoir une fin de production vers décembre-janvier. Donc, peut-être que je vais découvrir le crunch. Mais pour l'instant, D'accord. je touche du bois. On n'a pas encore eu à faire ça. Histoire de compléter cette vision de l'industrie, je vous propose quelques chiffres qui sont super. issus de l'Agence française du jeu vidéo, des chiffres de l'industrie. En ce qui concerne, déjà, Eh ben, on va les découvrir tous ensemble. hop, Allez. les types de contrats, quels sont les... Là, on peut voir que les contrats, les offres d'emploi avec le CDI sont les offres les plus largement diffusées. Enfin, les plus présentes, avec 3282 offres. Ensuite arrive en coude à coude le stage et les CDD. À peu près, on est sur du 2005 et du 2002. Enfin, tout ce qui est freelance. Petit aparté, moi j'aurais cru que la part des freelances serait quand même beaucoup plus grande que cela et que la part de CDI serait quand même beaucoup plus basse. Mais pas du tout. Là, on est sur 365 offres. Et enfin, les offres d'alternance, comme nous disait Thomas, en fait, ça reste quand même assez marginal. Tout à fait. Ensuite, quels sont les métiers où les offres d'emploi sont les plus nombreuses? La programmation, avec 2700 offres d'emploi. Donc Thomas a fait un bon choix. L'infographie. Oui, ensuite, l'infographie, avec 2003. La conception. C'est le nombre d'offres proposées, hein, ces chiffres. Tout à fait. Nombre d'offres proposées, nombre d'offres proposées par le portail de la FJV. Voilà. Les métiers qui ne sont pas représentés aujourd'hui, mais tout ce qui est commercial et marketing dans le domaine du jeu vidéo. Tout ce qui est test, production, la presse, le management et la musique, la traduction, la localisation. Après, ça ne reflète pas le réseautage, justement. Ah non. Parce qu'il y a beaucoup de professions qui se font sur réseau, sur proposition. C'est vrai que, comme dit Peter, le réseautage dans le domaine du jeu vidéo est quelque chose qui est quand même très important. Ça reste une industrie qui reste assez petite. Je ne vais pas employer le terme de familiale, mais ça reste quand même assez petit, même si ça parcourt tous les continents. Mais on connaît vite tout le monde. Donc le réseautage sert aussi beaucoup à pouvoir trouver un emploi. Okay. Pour les 20 entreprises qui proposent le plus d'offres d'emploi en France, nous avons en premier Ubisoft, suivi de Quantic Dream, Ivory Tower. Voilà. Donc là, il y a la distinction avec Ubisoft et Ubisoft Annecy et Ubisoft Mobile Games, Gameloft, Dontnod et bien d'autres encore, pour ne citer que les premiers. Et enfin... Donc studio installé en France. Hein. Oui, voilà. On reste que sur, là, dans ce cas-là, en France. Donc si vous cherchez un boulot, tapez peut-être chez Ubisoft, Quantic Dream, Ubisoft Annecy, Ubisoft Montpellier, Gameloft. Enfin voilà, vous avez ici les entreprises qui proposent le plus d'offres d'emploi. Ubisoft, c'est quand même 15% des offres publiées. Hein. Ouais. Et enfin, les 20 villes qui proposent le plus d'offres d'emploi. Est-ce qu'on a Lille ou pas? Si, Roubaix. Juste ici. Tu le vois où? Ici, en gris. Ah oui, autant pour moi. 3e ligne. Avec 72. On a Lyon en 2e place. Bon. Comme ça, si vous voulez travailler dans le jeu vidéo, vous savez où vous devez vous installer. Où vous pouvez vous installer. Après, on ne choisit pas toujours. Hein. Annecy, bah oui, à cause d'Ubisoft, du coup. C'est quand même 181 offres. Angoulême, où on a les Gemines, 107. Voilà pour des chiffres... que vous pouvez retrouver à la fois sur notre mur de décryptage ici, sur la gauche, mais en même temps sur le site de l'Agence française du jeu vidéo. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations? Oui. Je me permets. Je t'en prie. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Donc, j'aimerais justement rebondir sur votre réponse de tout à l'heure. Franchement, je soutiens beaucoup les gens qui veulent créer leur propre jeu. Vraiment, qui commence dans l'indépendant en soi. Et écoutez, gardez espoir. Moi, je dis Undertale, ça a bien marché. Voilà. Donc,
Mais malgré que Toby Fox, en soi, il était accompagné avec d'autres personnes, ça a plutôt bien marché. En soi, ça a fait le buzz. Maintenant, il a sorti du coup son deuxième jeu. Je nuancerai après sur les jeux indés. Ah, pas de souci. Oui. Sachez que je suis vraiment pas du tout professionnelle au niveau de tout ça, donc je m'y connais vraiment approximativement. Mais voilà, je soutiens vraiment tous ceux qui veulent démarrer, donc tout ce qui est indépendant, malgré que, comme vous l'avez dit, c'est assez compliqué. C'est pas quelque chose qu'on prend au premier jour. En généralité, du coup, au final, qu'est-ce que vous pensez en soi des écoles comme ça en France? Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir un départ dans l'international ou faut être vraiment quelqu'un de vraiment calé dans son école pour ensuite avoir un débouché dans l'international, ou est-ce que vous avez des passerelles assez facilement ou pas? Parce que je sais que la France, elle n'est pas très très calée non plus au niveau des écoles jeux vidéo. Donc comme celle-là, ils en ont... Enfin, on en Alors, reparlera après. grâce à Ubisoft aussi et d'autres entreprises que vous avez montrées, mais d'après mon frère, moi personnellement, mon frère il fait de la programmation. Donc lui, de ce qu'il m'a dit, la France n'est pas forcément ultra calée dans ce genre de domaine. Mais il y a des débouchés sur l'international apparemment. Donc j'aimerais savoir justement, est-ce que ça vous est déjà arrivé, voilà, comme vous avez dit, des propositions pour l'international, comme au Québec, au Canada, etc. Voilà. Pour reformuler, en gros, c'est leur potentiel d'exportation en termes de compétences. Voilà, c'est ça. Sans un continent donné. chance d'avoir, c'est ça, des jobs dans l'international ou pas. On laisse répondre nos intervenants, puis après, on apportera quelques précisions par rapport à ces Qui veut répondre en Prams? idées reçues. Déjà, je pense qu'à l'étranger, vous avez des chances d'aller à l'étranger si votre bagage au niveau d'anglais est bon. Ça, je pense, c'est vraiment le point numéro 1. Et ensuite, on est dans un milieu où les connaissances se brassent à chaque fois et dans le monde entier. Du coup, au final, on commence à connaître plein de monde, même si c'est que par interférence de pseudonymes comme ça. Donc, on a la chance, on peut faire des connaissances grâce à ça. Ensuite, l'international, la French Touch, ça marche toujours, dans n'importe quel domaine. Donc, ça marche. Ensuite, je pense pas que sortir d'une école française, ce soit un frein pour aller à l'étranger. Parce que, justement, on apporte quelque chose, on apporte notre façon de voir à la française, on apporte nos connaissances. Et comme c'est toujours le même vocabulaire que dans le monde, on se comprendra toujours. Voilà. Personne d'autre veut ajouter? Ah si. Oui. Si. C'est pas du tout un problème de faire une école française pour partir à l'étranger, car ce qui compte pour l'entreprise, c'est ton portfolio, ton book, tes réalisations. En fait, c'est surtout ça qui va les intéresser. Ton diplôme, en fait, on s'en fiche un peu, carrément, mine de rien. Et pour la langue, par exemple, du coup, je suis partie dans un endroit où ils parlent pas un mot français et je parle pas la langue locale qui est le flamand. Ah ouais. Et j'ai pas le meilleur niveau d'anglais, mais à partir du moment, de toute façon, on a tellement l'habitude de travailler avec les logiciels en anglais qu'au final, quand tu sais t'exprimer, c'est pas vraiment un handicap, quoi. Ouais, et c'est vraiment en travaillant à l'étranger que tu vas développer ta façon de parler. Et au bout de 4 mois passés là-bas, je m'exprime quand même beaucoup mieux en anglais que 2 ans à l'école, quoi. Ouais, et puis souvent le vocabulaire c'est des mots techniques, comme tu dis, tu les vois dans le logiciel, donc après tu les dis plus facilement. Les mots techniques en anglais, on les connaît déjà, donc. Et puis à l'inverse, je vais me permettre de compléter. C'est vrai que là tout à l'heure on parlait des écoles qui sont reconnues par l'État. À l'étranger, cette reconnaissance RNCP, elle n'a pas lieu d'être. Donc du coup, c'est d'étudiants et étudiants qui, pour l'entreprise, quel est le portfolio qui va plus correspondre à l'idéologie de ma boîte ou pour mon projet, en fait, plus que tu sors d'une école française ou d'un autre pays, plus exactement. Non, et pour le coup, on a vraiment une filière d'excellence en France. C'est vrai que ça peut être une idée reçue, mais en France, ça reste une des meilleures formations qu'on a. On a des grosses écoles comme Isart, comme l'Engmin, comme les Gobelins et tout. Les Gobelins sont ultra reconnus dans le domaine artistique de l'animation, et en plus, maintenant, ils ont une filière jeux vidéo. Non, c'est vraiment une filière d'excellence, pour le coup. Si Ubisoft Montréal
C'était un peu une blague qui se faisait à l'époque. Ils recrutaient beaucoup d'étudiants français, Ubisoft Montréal. Ils avaient compris que les écoles françaises étaient plutôt de très haut niveau. Puis comme le disaient nos intervenants, les écoles recherchent vraiment des élèves motivés. Il ne suffit pas de rentrer et de voir de la lumière. C'est vraiment, il y a un gros travail demandé. Pour le coup, je connais un peu plus l'Engmin. Pour rentrer à l'Engmin, c'est vraiment du très très haut niveau. On ne rentre pas à l'Engmin comme ça. Donc c'est vraiment des filières d'excellence pour le coup. Il ne faut vraiment pas... mais après, je peux comprendre, c'est des idées reçues. C'est des filières qui ne sont vraiment pas à dénigrer. On a de très très bonnes écoles de jeux vidéo en France. Je vous conseille, d'ailleurs, ça tombe bien, on a les jeux en bas. Allez essayer les jeux. En termes de polish, de finition, c'est assez impressionnant ce qui se fait dans le milieu étudiant. Pas sûr que dans d'autres pays européens, on retrouve ce niveau de finition. En tout cas, je voulais vous féliciter là-dessus, toutes et tous. Mais non, on a vraiment une filière d'excellence pour le coup. Voilà. Oui, parce que pour celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui sur eLab, en fait, on a une journée dédiée aux Ping Awards étudiants. Donc en fait, chacune de ces personnes représente, souvent soit ils ont travaillé seuls ou en équipe, le jeu vidéo qu'ils ont proposé pour valider leur 5e année. Ils ont proposé ce jeu un appel à projet pour les Ping Awards étudiants a été formulé. Il y a eu plus de 50 projets, c'est ça, qui ont été déposés. Oui. Et ils font partie des 10 projets sélectionnés. Et donc, quand vous aurez fini votre visite d'eLab, vous sortirez sur votre droite. Et bien sûr, en bas, vous trouverez les 10 jeux sélectionnés avec les équipes de développement qui seront présentes, les équipes créatives. Et vous pourrez voter pour le jeu que vous préférez. Oui. Profitez-en. Et il y a des fera places pour la Paris Games Week en plus à gagner. Donc, la place pour la Paris Games Week. Et qu'est-ce que je voulais dire? Remise des prix cet après-midi à Peter 16h, 16h30, 17h. Voilà. Est-ce qu'il y a... Donc là, c'était pour le petit laïus. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interrogations Oui, et puis pour vous faire une idée un peu de la compétence des étudiants, allez tester les jeux. Vous allez voir, il y en a qui sont... ils sont tous assez impressionnants dans l'ensemble. Oui. Merci d'être venu nous parler. Moi, je m'intéresse à la partie vraiment développement, programmation. Parlez bien proche du micro. Oui, okay. Super. Je suis développeur autodidacte junior et je m'intéresse à un petit peu l'orientation jeux vidéo. J'aurais voulu savoir, j'ai quelques réponses qui ont été amenées par la présentation. Quelle est la part de programmation que vous avez dû faire, que vous avez dû acquérir pendant vos études? Quelle est la part de programmation que vous utilisez concrètement maintenant dans votre emploi? Et puis, est-ce qu'il y a encore possibilité d'être uniquement programmeur dans le jeu vidéo? Est-ce que maintenant il faut quand même avoir un petit peu tout? Parce que je ne suis pas spécialement artiste, je n'ai pas cette prétention, mais ça m'intéresse quand même de partir là-dedans. Est-ce que c'est encore possible d'être uniquement développeur? Sauf en postant peut-être chez Ubisoft, mais enfin voilà. Ouais. Merci. Merci à vous. Alors, on va laisser Thomas répondre en prime, ça. Oui, puis après, Clémence, tu pourras peut-être reprendre ce que tu avais dit, parce que c'était assez intéressant. Cette hyper spécialisation, tout ça. Alors oui, il y a énormément de développeurs encore et de programmeurs purs qui n'ont pas besoin d'avoir d'artistique à côté. Alors moi, je ne suis pas forcément le meilleur exemple parce que moi je suis développeur graphique, artiste effets spéciaux, donc je me recycle vers le côté artiste. Mais mon quotidien, ça reste quand même à peu près 60% de code et 40% d'explosion visuelle, à peu près. Pas mal résumé. Moi, pour mon projet, j'ai dû apprendre à coder sur mon temps libre, parce qu'on n'avait pas de développeurs à disposition dans notre école, c'est exclusivement artistique. Et vu que c'est des projets individuels, on pouvait ou pas faire un prototype jouable. Et moi, j'ai voulu investir du temps pour apprendre un peu à connaître ce langage qu'aujourd'hui, je n'utilise plus, parce que dans notre structure, on a déjà 2 développeurs qui font que ça. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le côté graphique. Donc aujourd'hui, je me souviens de choses, mais ça ne me sert plus. Tu codes un peu, toi, dans ton quotidien? Ça fait très longtemps. Pendant notre formation, on a eu des cours de programmation, mais c'est vraiment des choses assez basiques. Pour celui qui voulait vraiment devenir programmeur, soit il changeait de formation, ou alors il était autodidacte et il apprenait lui-même à vraiment pousser. En fait, on apprenait vraiment juste les bases de la programmation. On a une très bonne école à Paris, école 42. Où tu codes. Pour parler vulgairement, tu bouffes même du code, on va dire. Je pense que... Puis tout le monde peut y participer. Tu peux participer à la piscine de l'école 42. Je crois que ça dure...
Monsieur disait que Ah. c'est limité en Ah, âge, je savais ouais. pas. Je sais pas du tout, il disait que pensais c'était que c'était 30 ans. Parce qu'ils veulent pas de mort pendant la piscine, c'est ça? Non, mais en gros, non, c'est pas Plus ça. on Mais est vieux, plus on coule, c'est la ça piscine, c'est 10 jours. Non, mais 10 jours, en fait, c'est un projet. Et en fait, on ne te dit pas quand venir travailler. Tu peux venir bosser 24 heures sur 24 sur du code. Mais ça peut éprouver un peu le physique, là, pour le coup. Là. Non, je pense pas que ce soit pour ça. Mais bon. Je t'en prie, Clémence. Du coup, oui, je disais, je pense qu'il y aura toujours besoin de programmeurs parce que, mine de rien, même si on a des outils pour nous, artistes 3D, pour nous aider à faire quelques interactions simples comme le blueprint, c'est-à-dire juste mettre des boîtes ensemble pour que ça donne un résultat, on aura toujours besoin de programmateurs parce que juste avec 3 lignes de code, ça va beaucoup plus vite que faire des boîtes et c'est beaucoup plus facile et léger à compiler. Et c'est pas notre métier aussi, c'est vraiment un truc à part entière. Il y a des choses que vous allez apprendre en plusieurs années que nous, on n'a pas les capacités en fait. Donc ne vous en faites pas, vous avez votre métier, il sera toujours là. Oui, programmeur, c'est très important. Nous, dans notre entreprise, on est 12. Il y a 4 programmeurs. Donc, Et puis je pense que ça dépend aussi des écoles, comme il le disait très justement. Pour la plupart, ils ont fait une école avec on va dire une base artistique. Mais il faut vraiment choisir au début l'école et regarder quels sont ses axes de formation. S'ils sont plus orientés arty, 2D, 3D, ou est-ce qu'ils ont des spécialités en level design, game design et programmation en fait. Et c'est là où ça va vraiment se faire. Et puis, il y a le jeu indépendant, si tu veux te lancer. Pour continuer sur la programmation, il y a aussi le fait que maintenant, avec certains logiciels, un programmeur peut aussi être un artiste en créant ses shaders avec les logiciels comme Houdini. C'est quoi un shader? Un shader, c'est... comment expliquer Ah ouais, on n'est pas tous spécialistes. Quelqu'un dans l'assemblée, shader? Un shader, qu'est-ce qu'un shader? Parce qu'on C'est entend un parler programme dans le jeu exécuté vidéo. sur la carte graphique qui permet de gérer de l'affichage un peu technique. Pardon? Ok. Tu peux répéter. Ok. Oui, donc du coup, vas-y, on a des outils de programmation, notamment Oui, avec les voilà, shaders. donc Oui. comme Houdini par exemple, ou même sur le moteur de Unreal ou de Unity, où ils utilisent un moyen nodal. Vu que c'est un système, on réfléchit comme quand on fait de la programmation, du coup, c'est peut-être plus simple pour créer ces choses. Après, il y a des bibliothèques aussi qu'on peut acheter si on ne sait pas dessiner ou qu'on n'a pas des compétences dans le domaine. On peut acheter des bibliothèques d'assets qui vont nous permettre de pouvoir concevoir notre jeu, même si ça ne correspond pas à la petite touche qu'on aurait envie, mais c'est déjà une base qui permet de rendre visible. Ah, on a une Je question me permets de te là-bas. prendre le Et micro. puis après, on passera au mot de la fin, parce qu'on commence à... Je t'en prie. Du coup, je voulais juste savoir, est-ce qu'il faut un grand level d'anglais ou pas au niveau des écoles? Est-ce qu'ils prennent au niveau des dossiers? Il faut avoir, par exemple, d'excellentes notes pour peu importe la matière, après un bac, etc. Il faut faire quoi à peu près? Parce que du coup, j'étais pas là au début du diaporama, du coup, je pouvais pas savoir. Mais ça Veuillez permet de m'excuser. remettre. Mais non, c'est pas grave, ça permet. Il y a eu des gens qui sont arrivés, repartis, ça permet à tout le monde d'avoir à peu près les mêmes niveaux d'infos. Qui veut répondre? Moi, par exemple, dans mon école, il y a des gens qui viennent de tout horizon. Donc, il y en a qui ont fait un bac L, qui parlent très bien anglais. Il y en a qui ont déjà fait une LEA avant, du coup, qui ont un très bon niveau d'anglais. Mais ça dépend vraiment de tes objectifs futurs. Si ton objectif, c'est d'aller bosser à l'étranger, alors oui, il faut être bon en anglais. Mais par exemple, pour entrer dans mon école, il fallait avoir le bac et le niveau d'anglais n'était pas spécialement demandé. Il y avait des cours de soutien en anglais si tu voulais y assister. Et voilà. Et puis, ils te proposent aussi de passer les épreuves du TOEIC si tu parles aux bonnes personnes à l'école. Ils peuvent prendre en charge ton TOEIC si vraiment tu veux t'exporter, quoi. Et après, rien ne vaut l'expérience in situ. Pour apprendre, le mieux, c'est ton stage. Par exemple, si tu te lances là-dedans, ton stage, par exemple, tu te prends un peu de temps. Un stage de première année, tu vas le faire en Angleterre, tu vas le faire ailleurs pour pouvoir pratiquer un maximum. Non, puis c'est un très gros marché, les États-Unis. C'est un des plus gros pays producteurs de jeux vidéo. Pas parler en anglais, ce que je disais. C'est se couper d'un... C'est une compétence qu'il faut avoir vraiment dans le jeu vidéo, parler anglais. Voilà quoi. Mais qui reste accessible malgré tout. Il y a plein d'outils pour se mettre à niveau. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Je disais qu'en fait, au final, l'anglais, même si au départ on n'est pas bon, à force de regarder des tutos, d'en écouter, ça rentre. C'est avec l'expérience, voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Non? Ok. Mot de la fin?
Le mot de la fin, voilà, ce que vous donneriez comme conseil Ouais, des conseils pour à les... notre public nombreux pour faire du jeu vidéo, des conseils peut-être par rapport à vos cursus, des erreurs à ne plus faire, à ne pas faire. Voilà, le mot de la fin. Je sais pas si je vais parler d'erreur, mais plutôt que c'est vraiment une question de motivation et ou non de passion. Enfin, oui, de passion, mais je pense qu'il faut à la base aimer jouer aux jeux vidéo pour en produire. Et oui, je vais revenir dessus, être très motivé pour aller jusqu'au bout, parce que selon la voie qu'on choisit, ça peut être très dur. Et oui, il y a de la concurrence qu'on voit pas forcément, mais il faut savoir sortir du lot d'une manière ou d'une autre pour être... Créer sa singularité. Oui, voilà, c'est ça. Il faut avoir sa petite patte graphique personnelle pour sortir du lot. Je trouve que c'est important. Mais c'est un avis personnel, bien sûr. Oui. Qui prend le relais? Qui veut reprendre la parole? Moi, j'ai peut-être un petit conseil pour choisir son école. Je vous conseille de surtout parler aux étudiants, et surtout les étudiants qui viennent de sortir, car ce seront eux qui sauront le mieux vous conseiller, parce que souvent sur les salons de l'étudiant, souvent on est pitché avant pour dire du bien de l'école, souvent c'est ça, ou alors c'est des étudiants beaucoup de première et deuxième année, mais souvent on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe après et comment ça se passe pendant 5 ans, parce que la première année c'est vrai qu'on nous vend un peu du rêve, mais après des fois c'est dur, et ces périodes où les nocturnes, où on dort pas, c'est important, je pense que c'est ce qui est le mieux pour choisir son école, c'est les retours des étudiants et les projets des étudiants aussi. D'accord. Moi, ce que je pourrais dire, c'est tout simple, c'est juste de ne pas hésiter à se lancer. Que si vous voulez le faire, faites-le. Parce qu'il n'y a rien qui vous en empêchera. Et enfin, Clémence. Oui, pas oublier de toujours avoir la motivation, et même s'il y a des coups de blues, se dire que c'est notre rêve et du coup qu'il faut y aller, il faut vraiment l'atteindre, et aussi pas oublier d'avoir une vie à côté. Ça, c'est très important pour pas tomber, pour continuer en fait. Il faut vraiment avoir un équilibre. Voilà. d'accord. Je trouve ça très bien. Parfait. Quel mot de la fin? Merci à toutes Merci et à à vous. tous. Du coup, on vous donne rendez-vous juste en bas. Vous pourrez les retrouver et Oui. poser les questions. Et si vous avez des questions pour Peter et moi, nous sommes aussi disponibles Moi, je pour réponds plus vous. aux questions après. Je plaisante. Merci pour votre attention et puis très bon samedi. Merci à vous. Merci.